Bonjour et bienvenue à tous dans le dernier Stint, votre podcast qui débriefe les courses du WEC, le championnat du monde d'endurance automobile. Cette semaine, on se retrouve pour un épisode spécial puisqu'on va débriefer ensemble les 24 heures du Mans, la plus belle course automobile du monde. Au sommaire cette semaine, Toyota réalise une course de maître et une remontée folle dans l'édition des 24 heures du Mans la plus serrée de l'histoire, après une longue bataille à 3 constructeurs pour la victoire au général. Le Mans, c'est aussi malheureusement des coups durs et des désillusions, et on aura vu ça chez plusieurs constructeurs où les larmes de tristesse auront malheureusement coulé. Et enfin, les deux autres catégories que sont les LMP2 et les LMGT3 ont elles été confrontées à des courses à rebondissement, mais dans un ensemble assez propre et calme. Merci d'être ici pour nous écouter. Si vous voulez en savoir plus sur les infos du podcast, mais surtout du WEC en général, vous pouvez aller suivre notre compte Instagram au @dernierstint.podcast ou moi directement sur mes réseaux sociaux au @natsurt_fr. Je rappelle également que ce podcast est disponible sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et YouTube, donc n'hésitez pas à l'ajouter en favori et à le partager à un proche qui aime le sport auto. Le débrief des 24 heures du Mans 2026, c'est parti. Bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui sur ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, une nouvelle fois, je suis pas seul puisque je suis accompagné d'une invitée cette fois-ci et pas des moindres puisqu'il s'agit de Maë On Track, créatrice de contenu sur les réseaux sociaux. Bonjour Maë, comment ça va ? Bonjour, ça va super, merci beaucoup de m'avoir invité. C'est très cool de t'avoir. Toi qui suis le WEC en plus, c'est cool d'avoir une créatrice de contenu qui parle de WEC, et puis avoir une femme aussi, ça change un petit peu des habitudes. Mais en plus, tu étais sur place ce week-end aux 24 heures du Mans, course phare du championnat du monde d'endurance. T'as dû, je pense, un peu kiffer ton expérience. Tu as déjà été plusieurs fois, il me semble. Si tu veux nous raconter en quelques mots comment ça s'est passé, n'hésite pas. Ouais, c'était ma 3e fois au Mans, c'était génial. J'avais eu la chance d'être invitée par Ford, du coup qui arrive en hypercar l'année prochaine. C'est toujours une expérience de fou quand on est sur place. C'est sûr que pour suivre la course, c'est pas l'idéal, mais par contre, toute l'ambiance, voir les voitures passer juste devant, c'est vraiment incroyable. Je comprends totalement, j'ai fait le Mans aussi il y a 2 ans de ça déjà. J'ai juste zappé, avant qu'on commence, pourquoi pas te présenter aussi, pour ceux qui potentiellement te connaîtraient pas, pouvoir aller après te suivre sur les réseaux sociaux, etc. Donc vas-y, avant qu'on commence à rentrer dans le vif du sujet directement. Mais du coup, moi, c'est Maë On Track. Je fais des vidéos sur le sport auto depuis 4 ans déjà. Je parle de Formule 1, mais aussi de WEC. J'essaye de parler aussi de toutes les grandes courses des autres championnats qu'on a dans l'année, comme par exemple les 24 heures de Spa qui arrivent dans 2 semaines aussi. Madia, c'est beaucoup plus tout ce qui va être actualité, résumé de course, présentation des circuits aussi. Et c'est partager un maximum de mes connaissances, entre guillemets, on va dire, sur les réseaux. C'est cool, franchement, je suis ton contenu aussi, ça doit faire combien de temps ? Ça doit faire en bien 2 ans que je suis ton contenu. Et franchement, c'est pas mal, donc n'hésitez pas à aller suivre Maë On Track sur les réseaux sociaux et poursuivre toutes les actualités, F1, endurance, puis un petit peu toutes les catégories. Merci. Eh bien, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Cette 94e édition des 24 heures du Mans, donc course phare du championnat du monde d'endurance. Pour moi aussi, ça c'est un avis personnel, mais c'est la plus belle course automobile du monde. Course mythique, une des courses les plus anciennes de l'histoire du sport auto. Et cette année, c'est Toyota qui s'est imposé, qui renoue avec la victoire après 3 ans de défaite. Toyota qui revient en roi avec 2 voitures sur le podium. La Toyota numéro 7 qui l'emporte avec Mike Conway, Kamui Kobayashi et Nick De Vries, devant la BMW numéro 20 de Robin Frijns, René Rast et Van der Linde, et la Toyota numéro 8, du coup la deuxième Toyota qui termine en 3e position avec Sébastien Buemi, Brandon Hartley et Ryo Hirakawa. C'était vraiment une course magnifique de Toyota, une stratégie employée à la perfection de la part des Japonais qui, on le rappelle cette année,
possède une nouvelle voiture qui a déjà fait de très bonnes impressions sur le début de saison, notamment après leur victoire à Imola sur la première course. Un avis peut-être sur le début de saison de Toyota et surtout cette course aux 24 heures du Mans qui place quand même Toyota comme déjà, je pense, un favori pour le titre en fin de saison et qui confirme la vitesse de cette nouvelle voiture. Il me semble déjà qu'ils ont récupéré la tête du championnat face à BM après cette victoire. Mais c'est vrai que cette année, pour l'instant, on n'a eu que 3 courses. Mais je m'attendais pas forcément à voir Toyota gagnant des 24 heures du Mans. Je trouve que le plateau, il était assez relevé en hypercar. On avait Cadillac qui pouvait se battre, aussi BMW qu'on pouvait voir en gagnant également après leur victoire à Spa. Donc pour l'instant, Toyota, ils font un très beau début de saison. Et d'autant plus avec 2 voitures sur le podium, c'est vraiment pas mal. Et c'est clair, et puis en plus, c'est une victoire qu'ils ont été chercher de manière quand même... Enfin, il y a eu un duel, quoi. Ils n'ont pas dominé l'épreuve, parce que on rappelle que la Toyota qui a gagné, la numéro 7, est partie 14e sur la grille. Donc ils ont quand même dû employer une super bonne stratégie pour récupérer la tête. Et c'est ce qu'ils ont fait, hein. Je crois déjà, dès une demi-heure de course, ils se décalent en termes de stratégie par rapport aux autres. Franchement, ils ont été à l'aise tout le long. Et puis cette fin de course gérée à la perfection dans les 2 voitures d'ailleurs. Hein. On a même vu Brendan Hartley, donc pilote de la numéro 8, rendre son volant un relais plus tôt à Sébastien Buemi parce qu'il ne s'en sentait tout simplement pas à l'aise dans la voiture et ne se sentait pas en capacité d'aller chercher les autres pilotes qui étaient devant. Donc ça montre vraiment que Toyota, ce week-end, a su dominer la catégorie reine du championnat du monde d'endurance, et surtout que ça fait 3 ans qu'ils perdent face à Ferrari, 3 défaites un petit peu cruelles ces 3 dernières années, parce que la dernière fois qu'ils ont gagné c'était en 2022, c'est quand il n'y avait pas encore toutes les hypercars, à l'époque il n'y avait même pas Ferrari qui était là, donc vraiment ces Toyota là cette année ils affirment vraiment la place qu'ils ont, et donc ouais au prix d'une bataille quand même, pas au coude à coude, un petit peu à certains moments, mais c'était surtout à coups de meilleurs tours. C'était Sébastien Buemi durant la matinée qui avait enchaîné les meilleurs tours vers 7h du matin dans la numéro 8. Donc ouais, ça montre vraiment la vitesse de cette Toyota. Cette nouvelle Toyota, c'est la TR010, je crois. Oui, et puis comme tu as dit, les deux avaient été éliminés assez tôt. Ils partaient pas du tout comme Cadillac ou BM qui ont BM qui ont eu la pole d'ailleurs. Et Cadillac qui est parti, il me semble, 2e, si je me trompe pas. Oui, il me semble, c'est ça. Ouais. Et eux, pourtant, en fait, ils étaient bien loin, 14 et 15e, je crois, qui se sont élancés. Et en fait, ils ont tout misé sur la stratégie pour remonter et profiter en fait des 24 heures pour venir petit à petit remonter et finalement s'imposer. C'est clair qu'ils sont même placés dans la course à la victoire assez tôt en plus, parce que le soir, à la tombée de la nuit, ils étaient déjà dans le match face à BMW et Cadillac à ce moment-là. Mais après, c'est vrai que les 3 constructeurs ne se sont pas lâchés de la course. Hein. C'est une des éditions, si ce n'est l'édition la plus serrée de l'histoire. Seulement 10 petites secondes à l'arrivée entre les 2 premiers. Et 10 secondes ensuite entre le 2e et le 3e. Et 12 secondes entre le 3e et le 4e. Donc on a vraiment les 4 premières voitures qui sont en même pas 35 secondes. Donc c'est exceptionnel de voir ça à ce niveau-là, quoi. Surtout sur une course de 24 heures, oui. Encore plus, oui. Mais non, de l'autre côté, après, c'est vrai qu'on a eu BMW et Cadillac qui ont, eux, connu des problèmes sur les voitures en général, sur les 2 voitures. La BMW numéro 15 qui faisait la pole a malheureusement dû abandonner assez tôt dans la course. Problème, je sais plus ce qu'était le problème de la BMW numéro 15, je vais redire ça. Mais non, après, c'est vrai que même chez Cadillac, hein, la 38 qui se battait pour la victoire a dû abandonner au milieu de la nuit. Ouais, 4h du matin, ouais. Ouais. C'était dur en plus pour Sébastien Bourdet. Je sais pas ce que t'en as pensé, toi, de ce moment-là. Avec, je sais pas si t'as vu l'image de Sébastien Bourdet qui. Ouais, qui dans le garage, était... accroupi dans le garage. Ouais, c'est sûr que lui qui est à la quête de la victoire aux 24 heures du Mans en tant que Sartois, finalement,
Mm. avoir la chance de pouvoir se battre pour la victoire et finalement, à quelques heures de l'arrivée, bon, on était à la mi-course, il venait de faire la moitié, il restait encore 12 heures de course, mais devoir abandonner à cause d'un problème, je sais plus exactement quel est ce problème, mais quand on a les chances de pouvoir gagner, c'est toujours compliqué, quoi. Pour la 38, du coup, c'est un problème de direction assistée, donc pour la Cadillac, au milieu de la nuit, sauf qu'ils ont tenté de réparer, ils sont ressortis et ça s'est empiré. Après, c'est toute la direction en général qui a été touchée. Donc ils sont repartis à 30 tours de retard, ils ont perdu 3h30 au stand, puis ils ont fini par abandonner en début de matinée alors qu'ils se battaient pour la victoire. Et puis après, du coup, il y a l'autre voiture qui a connu des problèmes, la BMW numéro 15, qui, dès le soir, vers 18h, 19h, je crois, peut-être un peu plus tard, a eu un contact avec une LMP2, la LMP2 numéro 3, et a subi une crevaison. Donc là, le pilote qui était au volant à ce moment-là, je sais plus qui c'était au volant à ce moment-là dans la numéro 15. Il me semble que c'était Dries Vanthoor, oui c'est ça, c'était Dries Vanthoor, qui a dû compléter tout le tour. Donc en plus, le circuit des 24 heures du Mans, il fait 13 km, donc c'est énorme, avec un pneu crevé. Il y a eu beaucoup de dégâts et ils se sont retournés après avec 2 tours de retard. Et puis après, les problèmes sont enchaînés, ils ont dû abandonner la course en début de matinée, je crois. Mhm. Mais globalement, ouais, non, cette édition avec les 4 hypercars qui se sont battus devant, donc l'autre BMW et l'autre Cadillac du Team Jota, la 12 et pour la Cadillac et la 20 pour la BMW, ça nous a quand même donné une belle bataille pour la victoire. Je sais pas comment c'était sur place, en tout cas la bataille, comment elle était vue en général. Ouais, sur place, en fait, on savait pas vraiment dire qui allait gagner la course. Moi, personnellement, je pensais vraiment que la Cadillac allait gagner. Je pensais pas du tout voir Toyota remporter la course. Pour moi, je pensais vraiment que la Cadillac allait réussir à remporter la course. Et en fait, même dans la dernière heure, en fait, on savait pas du tout dire. On regardait les écrans, mais on savait pas du tout dire si ça allait être la Cadillac ou même la BM qui allait remporter, quoi. Mais c'est clair, non, vraiment, à quelques heures de la course, on savait pas du tout qui allait gagner. Mais quelque chose que j'avais relevé avec quelqu'un avec qui je regardais la course, on avait relevé ça, mais ça n'a pas été relevé en tout cas quand je regardais ça à la télé et tout par les commentateurs. Mais dans le dernier relais, parce que du coup il y a eu une safety car à un moment qui a un peu décalé les stratégies et qui finalement a un peu scellé le sort de tout le monde. Mais c'est quand l'Aston Martin numéro 27 en GT a abandonné, ça a causé un full course yellow. Et à ce moment-là, donc full course yellow, c'est quand tout le circuit est mis sous régime de drapeau jaune et que les voitures ne doivent pas dépasser, je crois c'est 80 km/h il me semble. C'est bien ça? Il me semble, oui. Ouais. Et le problème c'est que pendant le full course yellow, la voie des stands est fermée. Donc les pilotes ne peuvent pas rentrer au stand, sauf cas exceptionnel. Si un équipage n'a plus d'essence et est obligé de passer au stand, ils sont autorisés, mais ils doivent juste remplir le réservoir au minimum possible pour avoir de quoi rouler et attendre que le full course yellow se termine. Et à ce moment-là, la Toyota numéro 7 et la Cadillac 12, qui étaient les deux voitures de tête, sont rentrées pour faire ce splash and dash, c'est ce qu'on appelle. Euh, et du coup, on a dû re-rentrer au stand le tour d'après, une fois que le full course yellow était terminé. Et à ce moment-là, chez Cadillac, on en a profité pour faire ce qu'on appelle un full service. Donc quand sur la Toyota numéro 7, on a juste remis de l'essence, sur la Cadillac, on a changé de pilote, changé les pneus, et du coup, ça donne un arrêt beaucoup plus long. Et la Cadillac s'est retrouvée beaucoup plus loin. Donc à ce moment-là, la Cadillac perd la 2e place pour la 4e place. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'en fin de course, sur le dernier pit stop, donc la Cadillac avait, je crois, un petit peu plus d'essence, puisqu'ils étaient légèrement décalés. Et sur le dernier pit stop, quand dans la Toyota, enfin les deux Toyota et la BMW ont rempli le réservoir à, je crois, 80% pour terminer la course, puisque on n'a pas besoin de remplir le réservoir au maximum à ce moment-là. Cadillac, eux, ils remplissent le réservoir au maximum, alors qu'ils auraient pu terminer la course avec 80% d'essence au moment de remplir le réservoir, et donc bénéficier d'un arrêt plus court, et sortir au coude à coude avec la Toyota numéro 8, ce qui leur a peut-être coûté le podium. Enfin, j'ai remarqué ce truc-là niveau stratégie au moment du dernier arrêt,
Mais je sais pas si là-bas aussi au Mans, t'en as entendu parler ou pas du tout. Absolument pas, non. Tu m'apprends quelque chose, c'est très intéressant d'ailleurs. Mais non, j'en ai pas du tout entendu parler. Mais parce que oui, mais devant mon écran, moi je regardais ça et je me dis, oh, parce que je pensais que que Cadillac, pardon, allait jouer un coup et je pensais que les autres équipes n'allaient pas réussir à aller au bout et allaient devoir refaire un arrêt et que ça allait profiter à Cadillac. Donc moi j'étais serein pour Cadillac et puis finalement, non, la Cadillac a fini avec. Enfin, c'est pas comme s'il y avait 2-3% de plus parce qu'ils avaient plus de consommation ou quoi, mais ils ont vraiment mis 20% d'essence en plus à ce moment-là, parce qu'ils ont vraiment fait le plein. Donc c'est dommage, ils ont peut-être perdu un podium là-dessus. Après, je sais pas, il y a peut-être des raisons d'avoir fait ça aussi en interne, hein. Une course de 24 heures, on sait jamais ce qui se passe, mais oui, c'était surprenant à ce moment-là de la course. Ils ont peut-être voulu assurer si jamais il y avait un problème, je sais pas. Ouais, peut-être. Bah, on le saura peut-être un jour, ou peut-être pas. C'est comme ça, c'est les 24 heures du Mans. Cadillac qui termine donc quatrième avec un équipage et qui abandonne avec l'autre. Passons à la suite de ce podcast. Donc il y aura eu aussi, malheureusement, c'est toujours les lois un petit peu des 24 heures du Mans, les désillusions et les problèmes techniques, parce qu'une course de Mais ouais. 24 heures, le principe c'est d'aller au bout, mais malheureusement pas tout le monde va au bout. On a eu une première partie de course, sans les 4 premières heures à peu près, où il n'y a eu aucun Très problème, calme. aucun incident. C'était super calme, je sais pas ce que t'en as pensé. Ouais, c'était très très calme. Et je trouve que même la course en global, enfin, à part les dernières heures où il s'est passé deux, trois petits problèmes, mais c'est vrai que la course, on a eu quoi, 2 safety cars en tout, si je me trompe pas, sur 24 heures. Euh, ouais, il n'y a pas eu. Les premières heures, elles étaient ouais, vraiment très calmes. Même la nuit, en globalité, il s'est pas passé grand-chose. Ouais, c'est vrai que on a eu 2 ans là, entre 2025 et 2026, où l'édition des 24 heures du Mans n'était Mm. pas les plus recombolesques. Enfin, il y avait pas de. Contrairement aux 2 éditions qu'on avait eues d'avant avec la pluie, etc., où il se passait des Safety trucs à car chaque toute tour. la nuit en Ouais. 2024, c'était quelque chose. Oui, bah, je me souviens, j'étais sur place. J'avais pu dormir pendant toute la safety car dans la pluie. Je me suis sorti le lendemain, j'étais trempé parce qu'il pleuvait. Enfin, l'horreur. Ouais, là, il n'y a pas eu une goutte de pluie qui est Oui, tombée sur le circuit. C'est déjà ça, mais du coup, la course est restée globalement calme. bah, c'est vrai que ça s'est agité vraiment vers minuit et après dans la matinée dans un second temps. Mais toute la première partie de course, les 4 premières heures, pardon, globalement, il s'est rien passé. Il y a eu vite fait des contacts avec, je crois que c'était la Ferrari, la 51 et les 2 Ferrari qui ont eu un contact avec une LMP2 à chaque fois, sans Oui. gravité. Enfin, ça a causé des pénalités pour une des 2 Ferrari qui avait eu un contact avec une P2, mais après, dans le global, il s'est pas passé grand-chose. Et c'est après que ça s'est gâté, avec du coup, pendant la nuit, les problèmes. Alors déjà à minuit, il y a eu le problème pour la Ferrari 50, qui était la Ferrari la mieux placée à ce moment-là en plus. Ils ont eu un problème. Un problème de quoi? C'est quoi que j'avais noté? Une panne électrique, non? Moi j'avais vu problème d'extincteur, apparemment. Oui, c'est Enfin, je pense que c'est pareil. oui, c'est la même chose. Et ils ont perdu environ 15 minutes, donc ça les a relégués quand même vachement loin. Ils ont perdu quelques tours. Puis après, la voiture qui a coupé en plein milieu de la matinée, et ils ont dû abandonner. On a vu Antonio Focco, du coup, qui avait gagné les 24 heures du Mans il y a 2 ans avec cette Ferrari, qui était presque en larmes après sur le muret des stands. Euh, Bah, c'est dur Déjà, d'abandonner. c'est un premier abandon de Ferrari aux 24 heures du Mans, si je me trompe pas, Oui. avec depuis leur retour. Fait Et, pour Ferrari officiel, oui. c'est vrai que quand on vient de sortir d'une 3 ans de domination Ferrari, cette année, ils étaient absolument pas dans le coup et ils pouvaient espérer quelque chose et malheureusement, Le Mans, finalement, Mm. c'est compliqué. Ouais, c'est parce que c'est vrai que Ferrari, ils ont fait un début de saison assez discret, bah, bien loin de celui de l'année dernière où ils avaient gagné Mm. les 4 premières courses du championnat. Ferrari, on sait,
qui n'a pas apporté d'évolution sur sa voiture, contrairement aux autres équipes, ça a peut-être joué aussi. Ferrari, ils ont la même voiture depuis leur arrivée en 2023. Et puis après, il y a aussi les secrets de la BOP cette année. On ne sait pas ce que ça donne. Oui. Donc, Ils ont dû prendre un peu cher, je pense, avec la BOP. ouais. Mais le problème, c'est que Toyota, qui s'est retrouvé vachement loin aussi en qualification, a réussi à remonter, contrairement à Ferrari, qui était beaucoup plus dans le dur, quoi. Oui, effectivement. Après, Toyota, ils ont beaucoup joué avec la stratégie. Ferrari, j'ai pas trop suivi comment ils ont géré la course, mais en tout cas, c'est sûr que c'était loin d'être les favoris. Je crois qu'ils finissent 5e, si je me trompe pas, avec la 51. Oui, c'est ça, la 51 finit 5e, et il y a la 83 AF Corset qui termine 7e. Ouais, ça reste un peu loin pour l'écurie qui a dominé toute la saison dernière, dominé pendant 3 ans au Mans. Une 5e place, c'est très peu quand même. Après, c'est que encore une fois, ils sont partis de loin, donc ils ont pu remonter. Mais ouais, non, c'est vrai que malheureusement, Ferrari cette année n'est pas aussi féroce que l'année dernière et impressionne beaucoup moins. Toyota, contrairement à eux, qui ont fait une stratégie folle et qui ont su remonter. Après, Toyota et Ferrari, c'est pas du tout les mêmes environnements non plus. C'est pas les mêmes pilotes. Chez Toyota, les équipages, c'est quasi les mêmes depuis que c'était les LMP1 à l'époque. Donc Buemi, il est là, Kobayashi, il est là, Hartley, il est là. Donc, à quelques changements près, même Mike Conway, ça fait longtemps qu'il est là. Donc c'est vraiment une équipe stable qui est basée. Et puis Toyota, comme on l'a dit, ils ont une nouvelle voiture, donc qui est bien plus performante que la précédente. Mais après, mis à part Ferrari, il y a eu quoi comme il y a eu Genesis qui faisait ses premières 24 heures. Oui. Première participation. Et honnêtement, je trouve que c'est pas mal pour... Moi, j'avais entendu dire dans le paddock que des tests qu'ils avaient eus, ils tenaient pas les 24 heures. Et finalement, il y a quand même une voiture qui a réussi à finir la course. Oui, c'est vrai que Genesis faisait leur premier 24 heures du Mans. Alors, on en vient à parler à chaque fois dans les 3 épisodes. Là, on va parler de Genesis, mais en même temps, quel début de saison ils nous font. Oui, Et c'est une première saison. Et franchement, c'est pas déconnant, j'ai envie de dire. Pour une première fois, c'est pas mal. Et il faut en parler parce que vraiment, ils ont fait déjà, ils sont venus avec une livrée orange que personnellement je trouvais magnifique. Ouais, très belle. Et Genesis qui a fait quand même une course propre jusqu'à malheureusement au petit matin, la numéro 17, c'était Mathis Jobert qui était dans la voiture à ce moment-là, le français, a roulé sur un vibreur et la suspension elle a lâché et il a dû abandonner, malheureusement c'est terminé pour eux. Et la 19 qui a eu aussi des petits problèmes à certains moments pendant la course. Mais globalement, ça reste très correct pour Genesis qui font leur premier 24 heures du Mans. Et la 19 qui termine en 13e position. Donc c'est avant-dernier des équipages qui ont terminé la course en hypercar. Mais au moins ils ont fini la course, ils en ont placé une. Voilà. Et comme tu disais, de ce qui se disait dans le paddock, qui avait des chances qu'ils ne terminent pas la course, et bien finalement, non, ils l'ont terminé. Donc c'est déjà un très bon premier point pour l'équipe coréenne. On peut peut-être parler des équipes françaises. Oui, vas-y, je te laisse en parler déjà. On avait Alpine qui faisait ses dernières 24 heures du Mans, malheureusement. Déjà. Une course propre. À aucun moment ils étaient dans la bataille pour venir gagner, ça c'était sûr. Il fallait juste faire une course propre et dire au revoir au Mans de la meilleure manière. Ils ont réussi à finir avec les 2 voitures qui terminent 7 et 10e. Et on avait aussi Peugeot qui, eux, fêtaient leur 100e anniversaire de la première participation. Peugeot, on savait très bien en arrivant que ça allait pas être leur course. Le Mans, ça a toujours été compliqué pour eux. Même s'ils avaient fait la pole à Spa le mois dernier, faut savoir que Le Mans, c'est tellement une course qui est différente. La BOP aussi est calculée différemment que les autres courses de la saison. L'objectif de Peugeot, c'était juste de faire une course propre, sans
sans crash, sans abandon, juste finir la course, c'était vraiment l'objectif de Peugeot. Et ils ont réussi à le faire vu qu'ils ont terminé, je crois, 11 et 12e, donc sans accident, vraiment comme ils le voulaient, j'ai envie de dire. Bah c'est ça, hein, dans les deux équipes françaises, on a eu des courses sans incident. Déjà, c'est très bien. Ils ont fini la course, comme tu l'as dit. Et puis après, bon, par contre, ils ont été très discrets. Bon, surtout pour Peugeot, on les a pas vus de la course. Ils étaient loin. Mais après, voilà, comme tu l'as dit, le circuit du Mans est tellement atypique, il est tellement différent que puis ça a jamais trop réussi à Peugeot ici. Et puis pour Alpine, ouais, leur dernier 24 heures du Mans, malheureusement, après 3 ans, ils vont Ouais. partir. C'est Je trouve ça dommage. vraiment dommage quand même, ouais. Ouais, c'est dommage parce qu'en plus Alpine, ça commence à marcher un petit peu cette année. Donc, enfin, on voit même l'année dernière, ils ont réalisé 2 podiums en début de saison et la victoire à Fuji. Et là, cette année, même s'ils n'ont pas décroché de podium encore, on voit quand même qui a le L'évolution, rythme. oui. Oui, c'est vraiment dommage. Puis même, c'est une écurie française, donc forcément, ça nous touche plus en tant que Français, quoi. Mais je n'ai pas les détails de pourquoi ils arrêtent le programme en endurance. Mais c'est vrai que quand on voit l'écurie réussir, c'est toujours triste de savoir que c'était leur dernière 24 heures et qu'à la fin de la saison, ce sera fini. Ouais. Malheureusement, ils auront fait que 3 saisons avec cette A424. C'est dommage pour Alpine, c'est dommage pour notre écurie française qui commençait à fonctionner. Je te propose pour continuer un petit peu de parler de ce qui s'est passé en LMP2 et en GT en général. Parce que c'était des courses cette année qui étaient moins. Oui, il s'est passé moins de choses qu'en hypercar, là, en LMP2 et en GT, c'était des courses plus discrètes. Mais il s'est quand même passé des choses, et il faut qu'on en parle. Euh, Déjà, nos, notre équipage français, le Forestier Racing by Panis, donc anciennement Panis Racing, si je dis pas de bêtises, euh, avait signé la pole position avec un Français, avec Esteban Masson, mais a été pénalisé pour une gêne en qualif, il me semble, si c'est ça. Et Possible, oui. c'était ça. Il me semble que c'est ce que j'avais entendu, mais après, à revérifier. Et qui font un podium derrière un doublé de Inter-Europol, qui signe une troisième victoire aux 24 heures du Mans en 4 ans, ce qui est exceptionnel aussi. Mais qu'est-ce que t'en as pensé, toi, en général, de la course en LMP2? Je sais pas si t'as suivi, si t'as regardé beaucoup les côtés LMP2. Côté LMP2, c'est vrai que j'ai pas plus suivi que ça. C'est compliqué. Quand on est sur circuit, pour tous ceux qui n'ont pas eu la chance encore, on n'arrive pas à suivre la course autant qu'on la suit quand on est chez soi devant la télé. Mais j'ai juste vu quelques incidents, notamment celui avec Kevin Estre et aussi la Duquesne au petit matin. C'est les seules choses que j'ai pu vraiment voir en LMP2. Donc, je peux pas vraiment donner mon avis sur la course, malheureusement. Déjà, avant même de parler de la course en elle-même, on peut expliquer déjà pourquoi les LMP2 sont aux 24 heures du Mans, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas d'LMP2 sur les autres manches du championnat. Oui. Parce qu'avant, les LMP2 faisaient partie du championnat du monde d'endurance, et depuis, je sais même plus, ça fait... 2024, je crois. Ouais, c'est ça. Si Depuis 2024, il y a... les LMP2 ne font plus partie du championnat du monde d'endurance. Elles sont que en ELMS, donc l'European Le Mans Series, le championnat d'Europe d'endurance un petit peu. Et ces LMP2 sont quand même présentes aux 24 heures du Mans parce que ça reste quand même une catégorie historique de cette course-là. Et vu qu'elle est, c'est un peu une course, si je dis pas de bêtises, c'est une course hors championnat pour eux. Donc, oui, c'est ça, parce que il y a pas toutes les LMP2 de LMS qui participent à la course. Elles sont uniquement par invitation. Et il y a aussi ça dépend en fait avec le LMS, du coup l'European Le Mans Series comme tu as dit, et l'ALMS, du coup l'Asian Le Mans Series qui a lieu en hiver. Et c'est l'ACO qui envoie les
les invitations entre guillemets aux différentes écuries pour participer au Mans. Et les autres voitures, elles, si je ne dis pas de bêtises, elles participent au Road de tout le Mans, qui du coup est une course de support. Ouais. Et ouais, non, du coup, les LMP2 qui sont là, donc c'est vraiment prendre du plaisir pour ces pilotes-là. Et du coup, Inter Europol qui a signé le doublé devant la, la numéro 29 du team Panis Racing. Et tu l'as très bien souligné tout à l'heure, juste quand on évoquait au début les LMP2, les deux incidents qui, pour nous, en tant que Français, nous ont marqué. Mm. Déjà, la sortie de la numéro 14, donc LMP2 de Kevin Estre, parce que Kevin Estre qui n'est plus en WEC suite au départ de Porsche l'année dernière. Euh, mais du coup, il roulait quand même en LMP2 à ses 24 heures du Mans. Et c'est à Indianapolis, je crois, au virage d'Indianapolis, il s'est Oui, sorti. c'est ça, ouais. Il s'est sorti et il a. Alors, il n'y a pas eu énormément de dégâts, mais ça leur a coûté la fin de la course, puisque la 14 termine en 28e position du général, 27e position. Donc, je sais pas combien ça fait au classement LMP2, mais enfin, ils sont loin, quoi. Oui, très loin. Et c'est dommage parce que moi, de mon côté, Kevin Estre, c'est vraiment le pilote d'endurance que je préfère. Donc j'étais très heureuse de savoir qu'il participait aux 24 heures du Mans. Mais malheureusement, c'est une erreur qui coûte cher à l'écurie. Ils sont repartis après, mais ouais, comme tu as dit, ils sont très très loin. Et malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Mais bon, c'est pas le pire accident LMP2, étant donné que celui qui a le plus marqué, c'est celui de Duquesne. Eh oui. On avait Dorian Pain qui roulait. C'était ses deuxièmes, si je me trompe pas, 24 heures du Mans. Oui. Et ils étaient en très bonne position pour aller chercher la victoire jusqu'à 4 heures de l'arrivée, c'est ça? Ouais, à peu près. Où du coup, il y a eu un problème, si je me trompe pas, aux Unaudières. Et malheureusement, c'est l'abandon pour Non, l'écurie. il nous aura fendu le cœur cet incident-là. Je pense que tout fan français qui regardait les 24 heures du Mans et même au-delà de la France, hein, je dis ça parce qu'il y a Dorian Pain, mais il y avait aussi Ouais. Julien Handlower aussi qu'il faut pas oublier, qui était dans la voiture, et Richard Verschoor. Donc non, vraiment, cet incident-là nous aura fendu le cœur. C'est, je crois, le frein qui prend feu, comme tu disais, dans la ligne droite des Hunaudières. Mais voilà, c'est la dure loi des 24 heures du Mans. En plus, Duquesne qui faisait, comme tu dis, une très très belle course. Les relais de Dorian Pain, ils étaient exceptionnels. Honnêtement, là, je dis ça en toute objectivité. Je dis pas ça parce qu'elle est française ou quoi. Mais les relais de Dorian Pain, oh, fallait être là, hein. Elle a mis un moment, je crois, sur un seul relais, elle a mis 7 ou 8 secondes au deuxième en LMP2. Enfin, ils se battaient pour la victoire tout le long. Et c'est vraiment dommage qu'ils aient abandonné. Parce que Dorian Pain, en plus, aurait pu être. Pardon, je t'ai coupé, excuse-moi. Non, non, vas-y, continue. Dorian Pain aurait pu être à ce moment-là la première femme depuis, je crois, les années 90. J'ai plus exactement, je vais regarder ça. À remporter 24 heures du Mans. Oui, et puis même, enfin oui, pour le sport automobile féminin, il y avait pas que Dorian Pain, bien évidemment, en femme qui roulait. Et on avait aussi Oui, Jamie Chadwick chez Genesis. Il y avait aussi Lilou, je n'ai plus son nom de famille, qui roulait en LMGT3 Lilou Wadou. dans une dans une Ferrari. Après, c'est sûr que Dorian Pain, c'est un peu une des plus connues parce qu'elle a fait la F1 Academy, elle a remporté la F1 Academy et puis elle est aussi pilote de développement chez Mercedes, chez Peugeot et aussi en Formule E. Enfin, elle est un peu partout. Et donc la voir sur le podium des 24 heures du Mans, je pense qu'il n'y a pas que les Français qui voulaient voir ça. Donc forcément, Mm. quand elle fait une course incroyable, elle et ses équipiers, et que à seulement 4 heures de l'arrivée, tout s'écroule, ça fait mal au cœur. Ah, mais c'est clair. J'arrive plus à retrouver la dernière femme qui a gagné les 24 heures du Mans. Je l'avais noté hier et je ne le retrouve plus. Donc je sortirai pas le nom parce que j'ai pas envie de dire de bêtises. Mais voilà, je sais que ça remonte à un bon moment maintenant.
Mais non, c'est vrai que c'est vraiment triste comme incident. Mais comme on l'a dit, c'est les 24 heures du Mans. Le but, c'est d'aller au bout. Et si on va pas au bout, on peut pas gagner. Donc c'était terminé à ce moment-là pour le team du Ken. L'abandon de Duquesne qui profite à Inter-Europol, qui fait le doublé. Ils avaient déjà gagné l'année dernière avec la même voiture, si je me trompe pas, la 43. Oui, c'est ça. Et du coup, forcément, l'abandon de la Duquesne profite à l'écurie. Ah bah oui, c'est clair, hein, le doublé d'Inter-Europol qui a gagné l'année dernière euh, et a gagné, je crois, aussi en 2023 pour l'édition du centenaire. Mm. Donc ça leur fait vraiment 3 victoires en 4 éditions, ce qui est vraiment exceptionnel pour eux. Et puis en plus là, avec le doublé, avec les 2 équipages, donc franchement, c'est course parfaite là pour Inter-Europol qui montre un petit peu de quoi elles sont capables aux 24 heures du Mans. Et en troisième place, c'est Forestier Racing, c'est ça, si je me trompe pas, Oui, qui prend la Forestier troisième Racing place. by Panis. Exactement. 30 secondes derrière. Bon, une Ouais, écurie française sur le podium, on dit pas non, oui. forcément. Bah oui, en plus, comme on le disait tout à l'heure, ils avaient fait la pole position et ils ont perdu la pole position suite à une pénalité. Mais ils ont quand même su rester sur le podium, loin des Inter-Europol, enfin loin. Tout est relatif parce que sur une course de 24 heures, c'est pas si loin que ça. 30 secondes, c'est rien, ouais. Mais voilà, Panis Racing, donc enfin Forestier Racing qui a pu sécuriser un podium et ça fait toujours plaisir de voir une équipe française aussi sur le podium en LMP2, catégorie qu'on oublie un petit peu de temps en temps. Mais voilà, on est content. Au niveau des GT aussi, parce que du coup, il y a quand même s'il y avait les LMP2, il y avait la catégorie LMGT3. Donc c'est Corvette qui s'impose. J'ai l'impression que c'est eux qui gagnent tous les ans. Euh, mais C'était pas Porsche avant. si aussi. Mais non, mais non, mais c'est Corvette qui s'impose. La 33. Mhm. La 33 qui fait pareil une très belle perf. Je sais plus combien ils sont partis, mais je sais qu'ils sont pas partis devant non plus. 17ème. Voilà, ils sont partis bien loin. Très loin. Très très loin. Donc oui, donc belle remontée de la Corvette. Je savais qu'ils étaient partis loin, mais je savais plus à quelle position. Mais en effet, du coup, ils sont partis vachement loin. Il Avec me la semble qu'ils numéro ont fait une 33. stratégie avec le pilote bronze qui a fait le maximum en première partie de course pour laisser les deux pilotes pros au moment les plus critiques, donc dans la nuit, etc. Mm. Et ça leur a permis du coup de... En fait, ça a été une stratégie qui a fonctionné du coup. Ah bah c'est clair que ça a payé là, hein, vu la victoire. Ils décrochent la victoire en étant partis 17ème. Et ils finissent une seconde seulement, c'est bien ça? Ah non, attends, ils finissent à combien de temps devant la Codis? Je sais pas du tout. Mais je sais qu'ils finissent pas loin de une seconde, non pas une seconde, mais ils finissent pas loin de la Codis. Codis du coup qui signe aussi autre équipe française sur le podium, Codis Eh qui oui. signe un podium aux 24 heures du Mans et qui ont la deuxième voiture en 4ème position. Ce qui est quand même pas mal quand on sait les problèmes C'est qu'ils ont eu sur le début de la vraiment... Oui, saison. c'est ça. C'est ce que j'allais dire. Codis, ils ont vraiment été malchanceux à Spa où ils avaient eu la pole pour finalement abandonner. Enfin, j'ai l'impression qu'à Codis, surtout la 78, elle est un peu maudite et voir les. Moi, j'ai eu la chance de travailler pour un pilote qui roulait là-bas l'année dernière. Donc, voir à Codis monter sur le podium, c'est vraiment cool. Bah oui, ça fait toujours plaisir, puis même il le mérite, c'est-à-dire que comme on le disait, je crois, avec mon invité dans l'épisode à Imola, enfin des 6 heures d'Imola, à Codis qui était devant et qui a subi des problèmes au bout d'une heure de course, ils avaient dû abandonner avec les 2 voitures au même moment en plus. À Codis, ils ont vraiment la Lexus qui est très vieille, enfin Oui, c'est c'est vraiment sa une dernière voiture saison là. vieillissante. Et oui, et l'année prochaine sera la Toyota qui arrivera. Donc ça va donner un peu un vent de renouveau dans l'équipe. Mais non, ouais, à Codis, du coup, qui a vraiment subi beaucoup de problèmes sur le début de saison, alors qu'ils avaient un peu de performance. C'est ça aussi, c'est qu'ils avaient. Alors, Oui. c'était peut-être pas l'équipe la plus rapide sur le papier, mais ils en avaient quand même de la performance pour jouer au moins des podiums. Et, et puis là, là ça a assez aligné, ça a été au bout pour eux.
P2, P4, c'est quand même un très bon... Il n'y a pas de victoire, mais c'est quand même un très bon résultat pour l'équipe française. Et Aston Martin qui place la 23 du coup en 3e position. Oui, Aston Martin qui fait le podium. Eux, ils auront une course plus compliquée quand même, Aston Martin, cette année. Parce que ils avaient fait la pole avec la 27, qui a dû abandonner en matinée pour problème technique. Alors qu'ils se battaient pour la victoire, il me semble. Et puis après, il y a une autre Aston Martin qui a fini assez loin. Donc c'était compliqué pour Aston Martin cette année, alors qu'ils avaient, pareil, la performance pour aller chercher la victoire à la régulière. Et puis, en GT, on a aussi eu, moment fort, le crash de l'édition de cette saison. C'est le crash de la Porsche 91 du team Manthey qui, en matinée, a percuté le mur. Ils ont un peu un coup de raquette à la sortie de la... C'était la première chicane, c'est ça, il me semble, de la ligne droite. Sûrement, oui. Oui, il me semble que c'était ça, c'était la première chicane de la ligne droite. C'était quand même assez impressionnant à voir. Ouais. Et ils vont taper le mur d'en face. Heureusement que les pneus étaient placés à cet endroit-là. Et heureusement aussi, il n'y a pas eu de blessés au niveau des photographes et des commissaires qui étaient derrière, parce que ils étaient vraiment à 1 mètre de l'accident. Et on peut en profiter aussi à ce moment-là pour féliciter tous les commissaires et le travail qu'ils font sur les 24 heures du Mans chaque année. Sans eux, il n'y aurait pas de course. Puis c'est aux 24 heures du Mans, mais aussi sur toutes les courses de tous les championnats. Les commissaires qui font vraiment un travail incroyable pour permettre de faire vivre la course et qui prennent des risques aussi, parce que comme on le voit là, dans ce genre d'accident, ça peut aller très vite, des débris, des pneus, etc. Donc ils peuvent très rapidement être blessés et c'est des personnes qui ont quand même de la bravoure pour faire ça. Et surtout qu'ils sont bénévoles pour faire ça. C'est ça. Donc c'est vraiment des passionnés, quoi. C'est incroyable. C'est ça. Eh bien, on a fait le tour, du coup, d'à peu près de tout ce qui s'est passé durant cette course. C'était pas, comme on l'a dit, c'était pas l'édition la plus passionnante en termes de spectacle direct en piste, pardon. Mais on aura quand même eu des belles batailles avec, comme on l'a dit en hypercar, le top 4 en à peine 30 secondes. Donc, je crois qu'il y a un chiffre aussi à propos des hypercars, les 4 leaders, avant qu'on passe à la suite. C'est le nombre de changements de leader durant la course. 48. Pendant la course, il y a eu 48 changements de leader. C'est exceptionnel. C'est énorme. Oui. C'est-à-dire qu'il y a eu un changement de leader toutes les demi-heures. Littéralement. Ah oui, quand même. Donc à ce niveau-là, avec le nombre de constructeurs qu'il y a, c'est quand même exceptionnel d'en arriver là. Il y a combien de constructeurs en tout cette année ? Il y en a pas mal. Il y en a 8. 8 constructeurs. 8. Ouais. Et l'année prochaine, il y en aura 9, du coup. Oui, puisque l'année prochaine, McLaren et Ford arrivent. Et oui, avec le départ d'Alpine, du coup, ça fait 9. J'ai très hâte de l'année prochaine, je vais pas mentir. Oui. En plus, tiens, avant qu'on passe à la suite, donc toi, t'étais avec Ford ce week-end, si je dis pas de bêtises, c'est ça ? C'est ça, oui. Et du coup, comment, à ce niveau-là, comment était le week-end avec Ford ? Parce que du coup, Ford roulait en GT, bon, c'était une course un peu plus difficile pour les deux Ford. Mais et puis Ford qui arrivera l'année prochaine en hypercar, c'était comment du coup ton week-end vraiment avec Ford ? Bah justement, en fait, on était surtout là, donc c'était un voyage presse. Et c'est surtout faire la promotion de l'année prochaine, les hypercars qui arrivent, etc. Ils ont profité de ce week-end aussi pour annoncer le deuxième équipage, oui. Puisqu'ils avaient déjà annoncé le premier en janvier. Là, il y a le deuxième qui a été confirmé. Et on fêtait aussi les 60 ans de la victoire de Ford, du coup en 1966, avec la Ford GT40. Et moi, c'est la première fois que je découvre les 24 heures du Mans de cette manière-là, parce que j'ai la chance de les avoir déjà fait 2 fois auparavant, en tant que média, donc je travaillais. Et là, c'était vraiment invité, donc c'est assez spécial, parce que d'un côté, j'ai l'impression de faire énormément de choses et en même temps quasiment rien. On était un peu chouchoutés par Ford, j'ai pu découvrir des points de
des points de vue de la course comme aux Unaudières, Indianapolis, Mulsanne aussi. Et puis aussi pouvoir discuter un peu avec les équipes de Ford directement. Ils sont vraiment... je pense qu'ils s'attendent vraiment à vraiment quelque chose de très bien l'année prochaine avec Ford. Ils s'attendent pas à gagner Le Mans avec les hypercars. Forcément, ils savent que ça va se construire sur plusieurs années. Mais je sais qu'ils s'attendent quand même à quelque chose... Enfin, pas n'importe quoi l'année prochaine en hypercar en tout cas. Et l'hypercar va rouler pour la première fois en août, du coup. Ok, c'est bon à savoir ça. Voilà. C'est une bonne info à avoir. Parce que c'est vrai que je me posais la question ces derniers jours quand est-ce que l'hypercar allait. Parce que c'est vrai qu'on a vu déjà la McLaren rouler plusieurs fois. Mais Ford, on Oui, n'a puis pas trop vu ils avaient encore. déjà dévoilé leur livret l'année Oui, dernière au Mans déjà. Et Ford, non. Pour l'instant, ils n'ont pas encore roulé. Ils sont juste en simulateur. Ce sera seulement en août. Et si je me trompe pas, la livrée, elle devrait être dévoilée aussi fin d'année, quelque chose comme ça. ok. Non, mais parce que J'ai pas ça. d'indice sur la livrée, Dommage. mais je pense que ça reprendra à ce qu'on m'a donné un peu comme info, ça devrait reprendre le bleu Ford. Oui, après, ça reste logique qu'ils gardent un petit peu Oui, leur identité visuelle. c'est ça. Un peu comme les couleurs qu'il y a sur la GT, en fait. C'est ça, exactement. Après, Mais j'ai fait un rêve où j'ai rêvé de la livrée. Alors peut-être qu'il est prémonitoire, je sais pas. Mais tu sauras ça quand ils dévoileront les livrets. exactement. Mais non, mais c'est vrai que Ford, ça a l'air d'être un beau projet. En tout cas, ça a l'air d'être un projet solide. Pas un projet fait à la va-vite comme on a pu voir avec quelques constructeurs qui sont déjà passés par là en WEC et qui ont galéré. Mais non, franchement, ça a l'air d'être un beau projet. C'est comme McLaren, c'est deux équipes qui vraiment mettent les moyens pour revenir. Ford, on les revoit là de plus en plus revenir dans le sport auto. Déjà en F1 avec les moteurs. Ils sont revenus en GT en WEC et là en hypercar. Donc franchement, ça fait plaisir de revoir ce constructeur-là revenir un petit peu sur le devant de la scène parce que c'est vraiment un constructeur mythique qui a déjà gagné les 24 heures du Mans, dont leur dernière en 66. euh, avec les 60 ans du coup ce week-end de la victoire. Donc franchement c'est cool. Ouais, j'ai très hâte. Moi Très très hâte. aussi. Eh bien pour la suite, avant de conclure, je te propose de répondre à la question de la semaine. Donc question posée par Arthur. Pourquoi Porsche n'a pas au moins fait les 24 heures du Mans cette année? Parce que c'est vrai que Porsche s'est retiré du WEC, mais ils sont toujours présents en IMSA, le championnat américain, et en théorie, s'ils le voulaient, pourraient participer aux 24 heures du Mans. Déjà, la raison pour laquelle ils sont partis du ex, c'est surtout niveau argent. Oui. C'est sûr que ne pas les revoir au Mans, alors que c'est l'écurie qui a le plus gagné, etc., c'est dommage. Mais il me semble que alors de ce que j'ai cherché, j'ai fait des petites recherches. Le règlement interdit une équipe d'engager une voiture sans l'accord officiel du constructeur. Et de ce que j'ai lu, Proton aurait pu engager une voiture en hypercar, mais Porsche aurait refusé qu'ils acceptent de l'engager. Donc, ils ne pouvaient pas. Et je pense surtout que s'ils n'ont pas participé en tant que l'écurie Porsche officielle, on va dire, il me semble que ça doit être quelque chose dans le règlement qui interdit de l'écurie s'il ne participe pas au championnat, à la saison complète, je pense. Oui, après, en soi, c'est logique dans le. Si. Enfin, si tout ça, si c'est exactement ça, ça paraît logique aussi. Pour éviter que tous les constructeurs de l'IMSA viennent s'engager juste pour les 24 heures du Mans. Mais moi, de ce que j'ai vu aussi, c'était un peu des raisons politiques
dans le sens où la BOP, enfin Porsche sont aussi un peu partis apparemment, enfin ils n'ont pas dit officiellement, mais de ce qui a été évoqué, ils seraient aussi en partie déjà, donc pour les raisons économiques, mais aussi un petit peu pour cette BOP qui serait mal gérée et l'année dernière, ils ont subi un petit peu la BOP tout le long. Donc le fait de revenir aux 24 heures du Mans, c'est pas dans leur intérêt à ce niveau-là non plus. Oui. Après, je pense que la BOP, c'est surtout comment dire, la raison officielle qu'ils donnent, mais c'est vrai que même ce week-end, on en a parlé avec d'autres personnes qui travaillent dans le sport auto, et c'est surtout dans le monde aujourd'hui, tout est très cher, et il y a une baisse des ventes des Porsche qui ont du coup beaucoup affecté les caisses, et du coup il faut forcément réduire les coûts, et j'imagine que l'engagement au championnat du monde d'endurance doit être très élevé, donc c'est pour ça qu'ils sont aussi partis du championnat. Ouais. Mais y a une image que j'ai vue sur Instagram hier, je crois, qui fait mal, hein, tu vois. C'est une comparaison Oh, je l'ai vu, je l'ai vu ce matin. Entre 2025 et 2026, où un peu la photo de classe des constructeurs qui se mettent à l'intérieur du raccordement dans le dernier virage, là où il y a écrit Le Mans par terre en bleu, blanc, rouge d'ailleurs cette année. Ils ont changé les couleurs. Et l'année dernière, donc il y avait les 4 hypercars de Porsche avec du coup les 4 équipages. Donc il y avait les 3 Porsche officiels et Proton Compétition qui étaient là avec la voiture blanche et verte fluo. Et devant, il y avait les 2 GT avec les 2 équipages. Et cette année, du coup, il y avait que les 2 équipages GT. Et je trouve que cette comparaison, cette image, elle m'a fait de la peine. Oui. Franchement, elle m'a fait de la peine. Je l'ai vu ce matin et la différence est énorme. Ils ont l'air tout perdus à rien qu'à deux voitures comme ça. Alors que l'année dernière, ils étaient... je sais pas combien. Non, c'est dommage pour l'équipe qui a le plus remporté le Mans, finalement. Oui, c'est vrai que c'est ça. Porsche, c'est l'équipe qui a remporté le plus de 24 heures du Mans. Donc, c'est dommage d'avoir un absent de marque comme ça aux 24 heures du Mans. Et du coup, ça a aussi laissé sur le côté des pilotes, comme on l'a dit tout à l'heure, Kevin Estre, mais aussi des Lorenz Vanthoor, qui du coup n'ont pas... Kevin Estre, du coup, si, il a trouvé un volant LMP2, mais qui ont pu leur place en hypercar dans des équipes officielles ou non, mais ils ont plus de volant en hypercar pour les 24 heures du Mans, et je trouve ça triste, parce que ça reste quand même tous des très bons pilotes. Oui, mais il me semble que c'est pas 4 pilotes officiels Porsche qui ont roulé quand même en LMP2 ? Il me semble, puisqu'il y a Andlauer aussi, du coup, qui a roulé dans la Duquesne. Oui, donc il y a lui, il y a Kevin Estre, et les 2 autres, je les ai plus. Oh, les 2 autres, je les ai plus non plus, et je les aurais pas là maintenant, mais oui, il me semble qu'il y en a d'autres après qui sont venus, mais enfin voilà, c'est plus en hypercar pour eux. Niveau prestige, oui, c'est pas pareil, même si la LMP2, ils roulent quand même 24 heures du Mans. Mais niveau prestige, puis une LMP2, être pilote en LMP2 ne vaudra jamais être pilote Porsche officiel aux 24 heures du Mans. Enfin, c'est totalement différent. Oui, c'est sûr. C'est sûr. Eh bien voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on devait aborder. Il y a quelque chose d'autre que tu veux aborder ou c'est tout bon pour toi ? Non, pour moi tout est bon. Je pense qu'on a fait le tour des 24. Eh ben voilà, on a fait le tour de cette édition des 24 heures du Mans. Comme à chaque fin d'épisode, je te laisse faire une petite prédiction pour la prochaine course. Prochaine course, 6 heures de Sao Paulo au Brésil, le 12 juillet prochain. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que le dernier épisode, quand on avait fait les prédictions, j'étais avec Vince Cosa, quand on avait fait les prédictions pour les 24 heures du Mans, il me semble que j'avais mis Toyota vainqueur. Et ben, je ne m'étais pas trompé. Mais il me semble que j'avais mis Toyota vainqueur. Donc, comme quoi, je me suis pas trompé. Mais ouais, non, du coup, si tu peux me faire tes prédictions rapidement pour les 6 heures de Sao Paulo, en hypercar, puis même en GT si tu veux. En GT, c'est compliqué parce que le plateau est très... Ouais. Enfin, c'est compliqué. Il n'y a pas forcément une écurie qui va dominer. J'ai l'impression que tout le monde a ses chances. En hypercar,
Je pense que c'est mon côté belge qui va ressortir pour BMW. Parce qu'en soi, ils font pas un mauvais début de saison. Après la victoire à Spa, podium au Mans, j'ai envie de dire BM. Je pense que ça peut être pas mal. Après, j'aime beaucoup Toyota aussi, donc après, je pense qu'une fois que tu as gagné Le Mans, tu as une confiance énorme et ça m'étonnerait pas de les voir remporter Sao Paulo non plus. Mais du coup, ouais, je dirais soit Toyota, soit BM. Bah, dans l'ensemble, je suis plutôt d'accord avec toi. J'aurais mis un des deux aussi. Après, c'est compliqué à dire après Le Mans, mais bah, ce qui est sûr, c'est que dans les équipes aux avant-postes, de toute façon, il y a ces deux équipes-là et Cadillac. Il y a Ferrari aussi qui peut peut-être jouer quelque chose, mais Ferrari, ils ont toujours du mal à Sao Paulo. Donc, pour cette course-là en particulier, je pense que Ferrari, on peut les oublier. Après, enfin, on peut pas les oublier puisque ça reste quand même Ferrari. Mais pour la victoire directement, je les verrai pas. Mais après, moi, allez, je vais mettre une petite pièce sur Cadillac parce qu'ils ont fait une très belle course ici l'année dernière. Ils avaient fait le doublé avec les deux équipes, avec les deux équipages. Donc moi, allez, je vais mettre une petite pièce sur Cadillac qui prend sa revanche des 24 heures du Mans et qui s'impose. Ok, ben on verra qui a raison du coup. Et bien on verra ça du coup le 12 juillet pour la prochaine course à Sao Paulo au Brésil, en plein milieu de l'été. Du coup course avec des horaires un petit peu décalés parce que ce sera une course qui va commencer plus tard dans l'après-midi et qui va se terminer plus tard le soir. Donc on a fait le tour pour ces 24 heures du Mans 2026. Merci d'avoir été là, c'était trop cool de faire cet épisode avec toi. Bah merci de m'avoir invité. Et bah de rien, c'est toujours un plaisir. Si jamais tu veux refaire un autre épisode d'ici la fin de l'année ou même l'année prochaine, ça sera avec grand plaisir. Et bah plaisir partagé. Je te recontacterai. Donc je te laisse redonner tes réseaux sociaux avant de se quitter et avant de clôturer cet épisode si tu veux. My On Track, partout. Partout, YouTube, Instagram, TikTok, Twitch, même si je fais très peu de live, j'essaierai de reprendre. Voilà, c'est My On Track. Et bien voilà, merci à toi d'avoir été là, merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. N'hésitez pas à le partager à quelqu'un autour de vous qui aime le sport auto et qui aime les 24 heures du Mans. À la prochaine, du coup, rendez-vous au mois de juillet pour le récap des 6 heures de Sao Paulo. Merci d'avoir été là. Salut, salut! Salut!